Bienvenue encore une fois dans ce premier webinaire consacré à la réalité mixte. Vous avez probablement assisté à une série de webinaires sur une autre technologie innovante, l'intelligence artificielle, l'année dernière, dans le cadre de projets AI Auto. Et si nous avons souhaité organiser aujourd'hui ce temps d'échange, c'est parce que les technologies immersives commencent à occuper aujourd'hui une place très importante dans les pratiques pédagogiques et notamment dans les métiers techniques. Elles peuvent ouvrir des perspectives intéressantes et, par exemple, accompagner autrement les apprenants ou même rendre des formations plus attractives. Euh, donc, comme vous savez déjà, j'espère, l'ANFA a financé au cours des dernières années différents types d'outils de réalité mixte, comme par exemple des simulateurs de peinture avec des appels à projets matériels ou des lunettes de réalité augmentée avec l'appel à projet Eroto. Donc j'espère que vous avez profité de ces appels à projets pour tester ces solutions immersives. Des modules de réalité virtuelle sont également développés dans le cadre de projets auxquels ANFA participe et vous aurez aussi accès aux productions de ces projets, comme le projet MVB, maintenance de véhicules électriques à batterie, ou le projet Batena, batterie en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire est très simple. C'est mieux comprendre ce que c'est la réalité mixte et voir ce qu'elle permet concrètement de faire pour un organisme de formation. Et enfin, avoir une première approche pour le déploiement de la réalité mixte. Aujourd'hui, on va parler de la réalité mixte en général dans différents domaines et non seulement le domaine de service de l'automobile parce que certains domaines ont déjà plus d'expérience et on a déjà plus de retours. Mais dans les webinaires suivants, je vous proposerai des témoignages plus détaillés des établissements de notre branche qui ont déjà expérimenté cette solution. Aujourd'hui, nous avons invité Intilogie, un cabinet de conseil qui accompagne les différents organismes de formation dans l'intégration de solutions immersives. Ils vont intervenir aujourd'hui en tant qu'experts de déploiement de la réalité virtuelle. Ils vont partager avec vous leur éclairage, leur retour d'expérience et des exemples d'usage de réalité virtuelle. Donc, je vous laisse la parole, Jules et Bertrand. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, merci Ekaterina pour cette entrée en matière. Et on va peut-être commencer par se présenter en même temps qu'on vous présente le menu du jour. Le menu, parce qu'il y en a peut-être qui sont en train de déjeuner, donc bon appétit aussi. Alors, menu du jour, qui partage là? C'est toi, Jules, qui partage? Je partage. Hop. Ok, menu du jour. Qui sommes-nous? Excellente question, merci. Pourquoi la XR? Et d'abord, ça veut dire quoi XR? Mais c'est l'acronyme sous lequel on désigne toutes ces solutions immersives. On parlera de déploiement. Et puis, vous aurez la parole à travers des questions, des témoignages, des commentaires, des critiques, des louanges, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser des questions au fil de cette présentation. Et puis, Ekaterina suivra le chat, c'est ça, Ekaterina, pour nous interrompre, pour dire, attention, question hautement stratégique qui remet tout en cause, là, messieurs, répondez s'il vous plaît. Ou alors pour les intégrer, en faire une synthèse en fin de webinaire. Voilà, donc slide suivant pour dire qui nous sommes et on va d'abord se présenter individuellement. Je suis Bertrand Wolf, je suis le cofondateur du cabinet Antilogie, qu'on peut voir sur le slide suivant. Cabinet Antilogie, voilà, on est spécialisé en solutions immersives et j'ai fondé ce cabinet avec Émilie Gobamigno il y a maintenant 8 ans. Jules? Et pour ma part, Jules Roch, donc je suis arrivé en début d'année chez Antilogie et j'ai passé avant ça, donc je suis
dans l'équipe avant-vente. Donc, je discute avec les clients, les futurs clients, pour comprendre leurs besoins et trouver des solutions. Et avant ça, j'étais à la SNCF, dans une équipe aussi dédiée à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée pendant 5 ans. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans le webinaire, je pense. Donc, on a commencé il y a 8 ans, ça fait de nous déjà des vétérans du sujet. Et ça fait 10 ans qu'Émilie et moi, la cofondatrice et moi, bossons dans ce domaine-là, parce qu'on est persuadé que voilà, c'est un outil, ce n'est qu'un outil, hein, à la disposition de la transformation des individus et donc des organisations. Et notre mission, c'est d'accompagner les organisations dans un déploiement à la fois vertueux, c'est-à-dire qui serve à autre chose qu'un effet waouh, et un déploiement efficient, c'est-à-dire pas à tout prix, mais sur lequel il y a un impact de mesurer et un retour de calculer. Il se trouve qu'un des secteurs où ces médias sont particulièrement pertinents, c'est la formation, et très tôt, on en a eu la conviction. Et on a une grande partie de nos activités qui sont liées à de la formation ou de la sensibilisation ou de l'évaluation, donc la formation au sens large. On a testé des centaines de modules en réalité virtuelle. On n'en fabrique pas nous-mêmes, hein. Nous sommes une structure de conseil et d'accompagnement. On a mis au point des méthodologies pour accompagner les formateurs, les ingénieurs pédagogiques, les responsables de formation qui veulent s'intéresser puis utiliser ces outils-là. Et puis, on a essayé de formaliser ça aussi dans des bouquins. Formé avec la réalité virtuelle, c'est le bouquin de référence. C'était le premier sur le sujet à apparaître en France chez Luno il y a déjà 6 ans. Et puis, nous sommes les auteurs à chaque édition du chapitre sur la réalité virtuelle, la réalité mixte, les solutions immersives dans le grand livre de la formation. Et nous sommes nous-mêmes organismes de formation, puisque certifiés Calliope. Voilà, ce savoir-faire, on le déploie auprès d'un certain nombre on propose en tout cas un certain nombre de clients. À gauche, vous allez reconnaître quelques noms, c'est les entreprises, c'est la moitié de nos clients, plutôt des grandes entreprises, et au sein de ces entreprises, on travaille un peu avec le département innovation, beaucoup avec les départements ressources humaines, donc beaucoup sur de la formation, de la sensibilisation, et de plus en plus sur des départements de production. La partie droite, c'est l'enseignement et la formation, c'est une autre moitié de notre portefeuille d'affaires, et vous reconnaîtrez aussi quelques logos des écoles d'enseignement supérieur privées, mais aussi beaucoup maintenant désormais de CFA. Alors, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais on accompagne 3CA BTP et les chambres de métiers d'artisanat, et quelques CFA au sein de ces organisations. Voilà pour nos clients et pour une courte introduction d'Antilogie. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, on a une petite équipe, hein, on est 17. Voilà. Et vous avez vu peut-être dans les logos clients la SNCF, qui est un client qu'on accompagne historiquement depuis 6 ans, et la cellule spécialisée dans les déploiements de ces médias immersifs avec beaucoup de formation. Ce qui fait que Jules, avant d'être un collaborateur d'Antilogie, c'était un client d'Antilogie. Voilà. Et bien, Jules, du coup, je te tends la main, je te laisse la parole pour répondre à cette question. C'est quoi la XR et pourquoi la XR? Merci Bertrand. Avant qu'on commence, je serais curieux de savoir si déjà dans le public, vous avez, donc je vous propose de répondre en levant la main. Vous avez un petit logo lever la main en haut de l'écran de réunion. Je vous propose que si vous avez déjà mis un casque de réalité virtuelle sur la tête, oui, si vous avez déjà mis un casque de réalité virtuelle sur la tête, je vous propose de lever la main, histoire de voir un peu à qui on s'adresse. Donc, on a déjà plus de 35 en gros. On a une belle moitié déjà. Super. OK, 43. OK, donc on a une bonne moitié des participants qui ont déjà mis un casque de réalité virtuelle sur la tête. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Je sais à qui je m'adresse. Super. Hop, les gens baissent la main. C'est parfait. Hein. Pourquoi on parle de XR et pas de VR? Donc la XR, c'est un terme qui regroupe plusieurs termes. Donc XR, c'est réalité étendue. Et quand on parle de XR, on parle donc de VR, d'AR et de MR. Mais que veulent dire ces trois termes? VR, c'est ce que vous connaissez
potentiellement le plus. Donc, réalité virtuelle, je suis plongé dans un environnement digital qui remplace le monde réel. Donc, je ne suis plus en contact avec le monde réel, je suis plongé dans un monde digital, le plus souvent, au travers d'un casque. Réalité augmentée. Dans ce cas-là, on parle d'un contenu digital qui se superpose au monde réel, ce qui veut dire que je vais venir ajouter un élément digital, un élément numérique à mon monde réel. Donc, je suis toujours en contact avec le monde réel et en plus de ça, j'ai une information, j'ai un modèle 3D, j'ai un élément numérique qui vient se superposer. Et ensuite, on a la réalité mixte. Donc ça va être un contenu digital qui interagit avec le monde réel. Donc en comparaison avec la réalité augmentée, mon contenu de réalité mixte, il va détecter les objets. Il va, par exemple, si je vous dis n'importe quoi, si je prends une tasse en réalité augmentée, je vais la mettre devant moi, elle va flotter dans les airs, elle ne va pas comprendre son environnement. En réalité mixte, cette tasse, je vais pouvoir la poser sur une table. Le système, la réalité mixte va faire que l'environnement est compris dans mon interaction et donc la tasse comprend qu'il y a une table et elle se pose sur la table. Je vais vous donner quelques exemples un petit peu plus parlants. La réalité augmentée, vous avez pu la voir utilisée sur des applications type Pokémon Go, par exemple, où j'ai un Pokémon qui apparaît dans mon champ de vision, mais aussi avec l'application de Ikea. Vous pouvez simuler l'ameublement de votre appartement en naviguant dans le catalogue Ikea, en sélectionnant un fauteuil ou un canapé et en le projetant, donc en le déplaçant, vous pouvez le mettre comme vous le souhaitez dans votre environnement. Donc ça, c'est déjà de la réalité augmentée. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup avec des téléphones, mais ça pourrait aussi se faire avec des lunettes de réalité augmentée. Je différencie casque et lunettes. Lunettes, je vois à travers sans avoir besoin de caméra. Un casque, c'est un petit peu différent. Réalité virtuelle, probablement celui que vous connaissez le plus. Donc, j'ai la tête dans le casque et je suis immergé dans un monde virtuel. Et comme le disait Bertrand, ça va être très, très utilisé dans le monde de la formation. On verra pourquoi dans quelques instants. Et enfin, on a la réalité mixte, un concept un tout petit peu plus compliqué, où je vais être en contact avec le monde réel et par exemple, je vais pouvoir faire une revue de design. La personne sur la photo, là par exemple, a mis son plan de bâtiment sur une table et il peut interagir avec le plan et potentiellement avec une autre personne si on regarde bien. Alors je sais, il y a une petite main sur la gauche et donc on peut faire une revue de design à plusieurs en regardant un bâtiment. On peut afficher, désafficher des choses de ce bâtiment-là et on peut interagir avec ce modèle 3D tout en respectant l'environnement dans lequel on est. Donc ça, c'est pour AR, VR, MR. On va faire un petit focus sur la réalité virtuelle et pourquoi ça fonctionne bien pour la formation. Le concept clé de la réalité virtuelle, c'est l'illusion de non-médiation. Et du coup, qu'est-ce que c'est cette illusion de non-médiation? C'est le fait que notre cerveau a l'illusion qu'il n'y a pas de médias. Là, actuellement, vous êtes en train, normalement, de regarder votre écran d'ordinateur pour suivre ce webinaire. Et donc, vous êtes conscient, vous êtes en pleine conscience que vos yeux regardent un écran et du coup, que vous êtes en train d'assister, de consommer un média, si je puis dire. En réalité virtuelle, notre cerveau ne va pas faire cette différence. Il ne va pas comprendre qu'il est en train justement de regarder un écran. Les écrans sont tellement proches de nos yeux qu'on a l'impression d'être dans le média, on a l'impression justement de ne pas consommer un média, mais de vivre une expérience. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sentiment de présence. Le fait justement de ne pas détecter les médias, on va se sentir présent dans le monde virtuel et interagir avec lui comme s'il était réel. Donc à partir du moment où je suis dans un monde virtuel, je vais me comporter comme si j'étais dans le monde réel. Je vais interagir avec ce monde virtuel, avec les règles et les possibilités qui me sont données. Ce qui va faire que mon cerveau va avoir l'impression de vivre une expérience et non pas de justement regarder un média, d'être spectateur. On n'est plus spectateur, on devient acteur, on vit une expérience, on ressent des émotions et c'est ça qui va être intéressant pour la formation. Imaginons, je suis en réalité virtuelle. Je mets mon casque, je me retrouve en bas d'un immeuble. Je vais marcher jusqu'à un ascenseur. Je clique sur le bouton. Les portes de l'ascenseur se ferment. Je monte jusqu'au 100e étage d'une tour. L'ascenseur se réouvre et j'ai devant moi cette image. Là, vous allez me dire oui, devant son ordinateur, vous allez vous dire oui, bien sûr, mais je sais que c'est faux. Je vais pas croire à cette histoire-là.
Quand on vient de faire toute cette démarche-là en réalité virtuelle avec le casque sur les yeux, que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, qu'on voit cette planche et qu'on voit ce petit chat au bout de la planche, eh ben, on va réfléchir à 2 fois avant d'aller justement sauver ce petit chat. Donc ce qu'on voit, c'est ça, mais très souvent, ce que les gens ressentent, c'est ça. Notre cerveau, notre instinct de survie va nous dire que même si on a conscience qu'on vient de mettre, il y a de ça 10 minutes, un casque de réalité virtuelle sur la tête, on sait que c'est faux, mais dans le doute, notre cerveau il va nous dire: «Tu es vraiment sûr de vouloir poser le pied à côté de cette planche? Tu ne penses pas que tu vas tomber?» Et c'est ça qui va être intéressant pour la formation. Quel que soit le niveau graphique, on va faire appel justement à cette illusion de non-médiation. On va vivre une expérience et notre cerveau va être en quelque sorte trompé, ce qui va nous permettre de beaucoup mieux retenir les informations. Attends, juste avant, Ouais. Jules, je t'interromps. Cette expérience-là que vient de raconter Jules, hein, où je mets la tête dans le casque, je prends l'ascenseur, les portes s'ouvrent et je me retrouve devant une planche. Cette expérience-là, on l'a fait vivre à 8000 personnes à peu près. La moitié des gens ne sortent pas de l'ascenseur virtuel. Alors qu'on leur a tout raconté, tout expliqué, exactement comme on vient de partager avec vous les infos, hein, donc personne n'est pris en traître, mais malgré cette préparation, la moitié des gens ne sortent pas de l'ascenseur. Et il y en a 10% qui atteignent tranquillement le bout de la planche. Les autres peuvent l'atteindre, mais plutôt en mode comme le jeune homme avec la chemise rouge, là, c'est-à-dire en prenant de grandes précautions, de peur de tomber dans ce vide qui n'existe pas, qui n'existe que de façon virtuelle. Et voilà, c'est cette capacité de ce média à nous faire prendre un stimulus virtuel pour la réalité qui est particulièrement intéressante pour la formation. Désolé pour l'interruption, Jules. Non, tu as bien fait, c'est une bonne précision et comme tout à l'heure à main levée, est-ce qu'il y a des gens qui ont dans l'assemblée, qui ont déjà, testé ce type d'application et qui seraient prêts justement à témoigner ou est-ce que même par chat, est-ce qu'on a des histoires, un petit peu moins? On a une dizaine du coup qui ont déjà testé, 11. Est-ce que, une personne ou 2 veulent témoigner même très rapidement pour, attester de la véracité de nos propos? Bon, pas grave, c'était Ah, au cas où. si vous J'espère qu'on voulez vous aura témoigner donné à l'oral, envie, Laurence. si vous voulez témoigner à l'oral, je pourrais vous rajouter dans les présentateurs parce que pour l'instant, Ah, il y a juste la Ah, possibilité d'écrire dans le chat. tout le monde est muet. pas de souci, pas de souci. Notre-Dame de Paris, visite virtuelle pour Michael. Oui, donc il y a un petit passage hein, dans Notre-Dame de Paris où on est dans la charpente et on doit enjamber à un moment le bout de charpente qui est assez impressionnant. Je vois dans un commentaire, ça c'est quelque chose d'intéressant, on peut en parler, en mode manège à sensation. Alors, l'expérience du manège a été très, très populaire au début de la réalité virtuelle et c'est une expérience qui a fait beaucoup de mal à la réalité virtuelle parce que très souvent on en sortait, on se disait: «Ah, j'ai la nausée, je me sens pas bien». Donc, beaucoup de gens ont fait l'association de se dire: «La réalité virtuelle me donne des nausées». Dans les faits, c'est un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle la cinétose. Donc, c'est un phénomène qui se produit quand on a un décalage entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent avec son oreille interne. Et donc, un manège en réalité virtuelle, typiquement, mes yeux vont croire que je suis en train de me déplacer, mon oreille interne ne va pas sentir les mouvements. Et c'est ça qui va faire qu'on va être malade. Donc, aujourd'hui, dans toutes les applications professionnelles qui sont utilisées, on évite justement ce décalage entre la vue et l'oreille interne. Donc, je vous rassure, la réalité virtuelle ne donne pas la nausée. Et je rebondis sur le commentaire d'Emmanuel Fishman. Nos apprentis testent la simulation au vertige lors de la première découverte de l'outil. Les réactions sont comme ce que vous décrivez. C'est une excellente initiative d'utilisateur. D'abord de faire une découverte de l'outil avant de leur faire utiliser l'outil pour la formation. Et effectivement, c'est une expérience qui est assez marquante et en plus, qui crée du lien dans le groupe qui teste. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on l'utilise beaucoup et qu'on peut afficher plusieurs milliers d'expériences recensées. Et du coup, j'insiste sur un dernier point, la qualité graphique ne rend, enfin,
ne fait pas l'immersion. Ce n'est pas parce qu'une expérience est très bien faite qu'elle est forcément très immersive. Là, par exemple, l'expérience de la planche pour aller sauver un petit chat, elle va être très immersive parce qu'on va ressentir cette sensation de vertige, on va se sentir immergé dans l'expérience. Pour autant, les graphismes sont simples ou du moins pas très très poussés techniquement. Je reviens sur ma pyramide de l'apprentissage. Donc, en général, un individu se souvient de 10% de ce qu'il lit, 50% de ce qu'il voit et entend. Donc là, potentiellement, vous ne retiendrez que 50% de ce qu'on dit pendant ce webinaire. Mais en réalité virtuelle, on va être dans ce qu'on appelle la pédagogie active. Et donc, on va être sur des taux de rétention qui sont de 90% parce qu'on est en train de faire quelque chose. Et si on arrive à déclencher justement un ressenti, un sentiment, on va être à 95% de ce qu'il fait et ce qu'il ressent. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est ça tout l'avantage pédagogique de la réalité virtuelle. Donc là, on était sur de la théorie, mais je vais essayer de vous parler un petit peu plus en cas d'usage et en exemple. Donc, premier type de cas d'usage qu'on peut avoir, c'est simuler des situations à risque en toute sécurité. En effet, ce qui va être intéressant avec un casque de réalité virtuelle, une formation immersive, je vais pouvoir reproduire des interventions dangereuses, donc des interventions à haute tension, des simulations d'incendie, des simulations de levage ou des simulations avec des batteries défectueuses qui pourraient exploser. Donc j'ai pris volontairement des exemples qui peuvent vous parler, mais on va pouvoir justement s'entraîner aux bons gestes sans exposition réelle. Je vais pouvoir faire autant de fois que je veux quelque chose de risqué sans pour autant jamais me blesser. Je vais pouvoir créer des situations que je ne pourrais pas créer dans la vie de tous les jours. Je vous prends l'exemple de la SNCF que je connais bien. Mettre le feu à un train, dans la réalité, c'est plutôt compliqué. En revanche, en réalité virtuelle, mettre le feu à un train, ce n'est pas un problème. On peut le faire plusieurs fois par jour, même un nombre infini de fois par jour, ce n'est pas un problème. Mais ça va faire en sorte que mes ASCT, mes contrôleurs, peuvent se former à l'évacuation d'un train si jamais un feu arrive. Augmenter la confiance et réduire les accidents en atelier. Donc, je dis là, c'est marqué en atelier, ça peut être dans un train, ça peut être dans n'importe quelle situation dangereuse. Plus je vais pratiquer justement ce danger, plus je vais avoir les bons réflexes pour réagir dans ce genre de situation. Donc, c'est ça qui va être intéressant aussi. Demain, si je vois un feu dans un train, je me suis entraîné en réalité virtuelle, ma mémoire va me dire, tu connais cette situation, tu sais comment agir, et le sang-froid, l'apprentissage va prendre le dessus sur le stress potentiel. Et enfin, standardiser les procédures. Plus je vais répéter les opérations à risque, plus je vais savoir ce qu'il ne faut pas faire. Un exemple de déploiement qu'on a pu accompagner, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain, donc plus précisément Saint-Gobain Glace, donc toute l'entité qui s'occupe de produire des choses en verre pour Saint-Gobain. Ils ont déployé l'application et plus spécifiquement la formation qu'on peut voir juste à droite, donc en utilisant le contenu de chasse au risque. Donc, je me balade dans un entrepôt avec un appareil photo et je dois justement détecter tous les risques potentiels. Donc là, c'est un chariot élévateur qui est mal garé. Il pourrait avoir la fourche levée, il pourrait y avoir des collègues sans EPI, il pourrait y avoir des produits chimiques qui sont mal rangés, etc., etc. Mais du coup, ça va être une chasse au risque et ils ont déployé ça de la façon suivante. Un référence, donc déjà comme sur tous nos projets, on a acculturé les personnes. Le but, c'est que tous les membres des projets sachent pourquoi on utilise la réalité virtuelle, quels sont les avantages de la réalité virtuelle et que ce ne soit pas vu comme une contrainte, mais bien comme une opportunité que peut donner la réalité virtuelle ou la réalité étendue en général. Et donc, on a fait une première expérimentation en France. Donc, sur un site en France, on a formé un référent sécurité. Il a fait passer les personnes de son entité, de son usine dans le casque. Ça a bien fonctionné. Et après ça, ils ont déployé dans 20 pays dans le monde. Donc, je n'ai pas les 20 pays exactement, mais les référents sécurité des 20 usines dans le monde ont reçu un ou plusieurs casques de réalité virtuelle, ont été formés à l'utilisation des casques et à la posture à avoir quand on fait une sensibilisation, une formation à la sécurité en réalité virtuelle. On a créé un format pédagogique autour. Le contenu lui-même n'est pas autonome, n'est pas indépendant. Il faut mettre un format autour, il faut qu'il y ait un débrief. C'est là que ça devient intéressant. Il faut qu'il y ait des objectifs pédagogiques. Et donc, une vingtaine de pays dans le monde ont été
enfin, une vingtaine de référents dans le monde ont été formés. Et aujourd'hui, c'est comme ça que si vous allez chez Saint-Gobain Glace, vos formations sécurité pourront se faire avec de la réalité virtuelle. Ça, c'était notre première typologie de cas d'usage. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. C'est notre première typologie de cas d'usage. Deuxième type de cas d'usage, on va pouvoir optimiser le coût de la pédagogie, enfin le coût pédagogique. On va pouvoir réduire l'usage des pièces et consommables coûteux, donc liquides, kits ou composants de n'importe quel type d'éléments de train, d'avion, de voiture. On voit par exemple la personne à droite qui fait une application que vous connaissez peut-être déjà, donc avec VR Peinture, on va pouvoir venir peindre une automobile, un véhicule, sans pour autant utiliser de la vraie peinture, ce qui fait qu'encore une fois, je vais avoir le droit à l'erreur, je vais avoir le droit de surconsommer de la peinture, c'est pas très grave. Je vais pouvoir m'exercer autant de fois que nécessaire pour justement avoir le geste juste et diffuser la bonne quantité de peinture. Et je vais donc pouvoir préparer les apprenants avant l'atelier réel pour qu'ils aient une meilleure efficacité une fois qu'ils sont dans l'atelier. Un exemple de déploiement qui est assez massif, donc le CCA-BTP, c'est en quelque sorte l'équivalent de l'ANFA, mais pour le monde du BTP. Eux, ils ont fait un grand programme qui est grâce à du financement public, donc DEFINUM pour ne pas le noter, avec les amis CMA. Donc, je parle peut-être un petit peu chinois pour certains, mais d'autres comprendront. D'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on peut faire. On accompagne nos clients dans la dépose de dossiers pour avoir des financements pour justement se lancer dans la pédagogie immersive. C'est quelque chose qui se fait bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, le 3CA-BTP? Ils ont pris une cinquantaine d'OF, une cinquantaine de CFA, et ils ont financé justement l'achat de casques et le déploiement de la réalité virtuelle, dans le sens où chacun des CFA ou chacun des OF a pu faire développer une ou plusieurs applications de réalité virtuelle pour justement intégrer du contenu immersif dans leur formation et former leurs formateurs et créer des formats pédagogiques nécessaires au déploiement de la réalité virtuelle. Donc, dans ces 70 contenus, si je ne dis pas de bêtises, il y a notamment des applications pour apprendre à monter un échafaudage, pour apprendre à être peintre en bâtiment, pour apprendre à couler du béton. Donc, on va retrouver cette notion d'optimiser le coût pédagogique sans utiliser de consommables. C'est une partie des applications. Sur les 70 applications, on trouve de tout, bien entendu. Il y a aussi des applications qui sont très orientées sur le geste métier. Bertrand, je te laisse la main pour le troisième cas d'usage. Alors, je lis former avec des personnes ou des éléments indisponibles. Ouais. Traduction, eh bien, il faut utiliser la VR pour des formations qui sont quasiment impossibles à faire dans la vraie vie. Comme par exemple, s'entraîner à interagir avec des clients. Ça peut se faire assez facilement. On fait un jeu, ce qu'on s'appelle un jeu de rôle. Sauf qu'un jeu de rôle entre apprenants ou un jeu de rôle avec le formateur ou la formatrice qui tient un des rôles, bah, il y a un biais qui est terrible, sans compter que tout le monde n'est pas un Grand Prix d'interprétation à Cannes. Alors que face à un avatar, c'est extrêmement parlant, sans mauvais jeu de mots, et très impressionnant, et avec un confort psychologique qui est beaucoup plus grand que quand on est dans une salle de classe. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'aujourd'hui, on commence à avoir des avatars qui sont nourris, enfin pilotés, encadrés par de l'intelligence artificielle générative. Bah, donc on arrive à un niveau de fluidité de dialogue qui est formidable. Donc on peut mettre un apprenti dans une situation où il va devoir s'expliquer avec un client ou une cliente récalcitrante, où il va pouvoir s'entraîner à recevoir, je sais pas, un expert d'une assurance, par exemple. Donc, de l'interaction sociale avec des gens, mais aussi voilà, de l'interaction avec des objets qui peuvent ne pas encore exister, comme par exemple commencer à s'entraîner, à se former sur un modèle de moteur ou de pièce ou de véhicule qui n'a pas encore été livré. C'est ce que fait dans le secteur aéronautique, par exemple, c'est ce que font certains constructeurs d'avions qui envoient aux compagnies qui achètent un nouveau modèle une réplique digitale de ce nouveau modèle, de façon à ce que tous les types de personnel, hein, navigants, mécaniciens, etc., puissent se former
avant l'arrivée de l'appareil dans la flotte, ce qui fait gagner énormément de temps et donc d'exploitation commerciale lorsque l'appareil arrive. Ça permet également aussi d'emmener des gens là où c'est très compliqué d'aller parce que c'est loin, voire où c'est impossible d'aller parce que c'est dangereux. Alors simplement aussi d'emmener les gens là où bah, s'ils viennent, ça va perturber. Et là, je vais prendre un exemple simple qui est celui des CMA, de CMA France, qui a produit l'année dernière une application qui s'appelle Vie ma vie d'apprenti. Voilà. Et quand ils sont sur un salon, sur un campus, dans un lycée, il faut mettre la tête dans le casque aux jeunes gens qui vont se retrouver dans un CFA et vont pouvoir le visiter, être accueillis, poser des questions, se renseigner et avoir visite des plateaux techniques, par exemple, chose qui est très difficile à faire visiter massivement. Ça, c'est un exemple de déploiement qu'on accompagne. Un autre exemple, je vois, voilà, le groupe Igencia, donc c'est un groupe d'écoles privées. Ils ont 4 campus en France et 8000 étudiants. Et on les accompagne sur du déploiement de la réalité virtuelle en général et spécifiquement sur la création d'avatars pour pouvoir mettre les apprenants en situation d'interaction, en particulier dans de la relation commerciale, donc pour de la négociation ou pour de la discussion avec des clients. Voilà qui conclut notre tour des cas d'usage potentiels. Et pour résumer, en fait, la réponse à la question qui est en haut à gauche, là, pourquoi la XR? Eh ben, on raisonne sur les super pouvoirs de la VR au service, enfin, de la XR, hein, au service de l'information. Alors, premier super pouvoir, ben, c'est la facilité à réitérer. C'est vrai que on a des cas de déploiement où le casque et le contenu vont être utilisés d'abord dans une session de formation encadrée par un formateur, donc dans un scénario pédagogique qui est bien défini. Et ensuite, ben, il va être mis un peu en libre service, entre guillemets, enfin c'est très encadré, hein, bien sûr, mais en libre service pour les apprentis qui ont envie ou qui ont besoin de refaire. Donc la possibilité de recommencer, de réitérer, elle est très importante. Et notamment par rapport à des situations procédurales, comme les évoquait Jules tout à l'heure sur de la sécurité, on peut refaire jusqu'à ce qu'on maîtrise. Le deuxième super pouvoir, vous l'avez compris, c'est la possibilité d'apprendre de ses erreurs, parce que parfois dans la vraie vie, c'est gênant les erreurs, hein. Si on fait tomber du matériel, on peut se blesser, on peut le casser. En réalité virtuelle, ça n'arrive pas. Ce risque est nul. On peut même donc du coup prendre des risques. Donc on apprend mieux de ses erreurs et on peut même prendre des risques en toute sécurité. Personnellement, je suis déjà mort en formation. C'était sur un chantier de Bouygues Construction. Alors, c'était extrêmement formateur, croyez-moi. Troisième point, ça aussi on l'a évoqué, c'est l'ancrage postural et l'ancrage émotionnel. À force de répéter le geste, vraiment, hein, même s'il est virtuel, le corps va être en action, ça donne un meilleur niveau d'ancrage. Et pareil, la dimension émotionnelle, notamment quand on est sur des situations à risque ou simplement dans des situations d'interaction, l'ancrage est beaucoup plus fort. Ce qui fait que, au global, le quatrième des super pouvoirs, mais c'est le premier qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est la rétention très renforcée. Et ça a été mesuré par des études hein, où on prenait des apprenants, on en mettait une moitié dans une salle de classe classique, une moitié utilisant la réalité virtuelle, et on a mesuré en fin de formation. Et puis 15 jours plus tard, les écarts de rétention étaient importants, de l'ordre de un tiers de plus pour celles et ceux qui étaient passés par la réalité virtuelle. Voilà, ça c'est des super pouvoirs, je dirais, assez classiques, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu plus surprenants, comme par exemple bah, le fait d'adopter des points de vue différents. On peut tout à fait imaginer que dans une séquence où on va vous apprendre à discuter avec je sais pas, un client, par exemple, et puis l'expert de l'assurance automobile, eh ben, vous allez pouvoir à tour de rôle être le garagiste, le client, l'expert en assurance automobile, de façon à faire le tour de la situation. Très difficile à faire dans la vraie vie, très simple à faire en VR. Et on n'a pas évoqué, mais c'est le casque de réalité virtuelle et les manettes, c'est des machines à remonter des informations
pour les formateurs. Est-ce que le geste a été fait avec précision? Est-ce que mon regard, par exemple, est-ce que mon intention était portée là où il fallait? Combien de temps j'ai mis à réagir ou à exécuter l'instruction? Tout ça, ça peut être mesuré et c'est de la matière première pour les formateurs pour identifier les points de progrès ou la nécessité de refaire. Alors, vous connaissez peut-être le ROI, retour sur investissement, hein, à l'anglaise. Nous, on aime bien le retour sur impossible. Ça, j'ai déjà évoqué, c'est quand la réalité virtuelle permet de faire des choses qui sont impossibles à faire dans la vraie vie. Tout à l'heure, on parlait de sécurité, notamment de sécurité électrique. Quand Schneider Electric livre une armoire sous 20 000 volts, il y a un casque de VR avec, pour que les gens qui vont l'installer, l'utiliser et la dépanner puissent s'entraîner en toute sécurité. Faire disjoncter le bazar ou mettre le feu à l'usine, c'est pas très grave. Évidemment, c'est impossible à faire dans la vraie vie. Et dernier point, et alors là, on va aborder une chose qui est tout à fait nouvelle, mais que vous devriez pouvoir toucher du doigt, si ce n'est pas déjà le cas à travers des développements récents, c'est quasiment l'abolition de la notion de présentiel et de distanciel. Puisque dans une même application, dans une même expérience en réalité virtuelle, on peut avoir plusieurs personnes. Et avec ce qu'on appelle la colocation, ces personnes peuvent être à distance. C'est-à-dire chacune sur un campus différent, par exemple, et se retrouver autour d'une maquette virtuelle d'un moteur en ayant la sensation d'être avec les 2, 3, 4, 5, 8, 10 autres personnes. Donc, c'est un concept un peu avancé, mais on peut contribuer à partager des séquences pédagogiques. La VR peut contribuer à partager des séquences pédagogiques avec des gens qui ne sont pas tous au même endroit. Ça, c'est pour les contenus ou ce qu'on peut en faire. Maintenant, j'aimerais qu'on passe quelques minutes sur le déploiement parce que c'est là que ça se joue. Comment est-ce qu'on intègre la XR? Alors, premier point, un petit clic, s'il te plaît, Jules. La moitié de nos clients sont engagés. Oula, il est très moche le deuxième. Voilà, merci. La moitié de nos clients sont engagés sur des déploiements à l'échelle, c'est-à-dire des déploiements, peu importe le nombre de casques, hein, ça va de 10 à 1500. L'entreprise qui a déployé le plus de casques en France, c'est la SNCF. De 10 à 1500 casques, mais peu importe le nombre de casques, c'est le process qui compte, c'est-à-dire s'inscrire dans la durée. Donc, ce qu'on vous partage là, c'est le fruit de notre collaboration avec ces clients. On partage deux choses. La première, c'est la recette du succès, entre guillemets, telle que nous, on la préconise. Il y a 4 ingrédients et les quantités sont faciles à retenir, 10, 20, 30 et 40%. 10%, le premier ingrédient, celui auquel on pense tout de suite, c'est le matériel. Et finalement, c'est le moins important. Et c'est surtout pas celui qu'on met en premier. Le matériel, la sélection du matériel et la façon dont on va le gérer, c'est la conséquence des objectifs que l'on a définis, des contraintes qui sont les nôtres, qui peuvent être des contraintes de temps, d'argent, de sécurité. Donc, on pense souvent beaucoup au matériel, inutile de perdre trop de temps avec ça. Le deuxième ingrédient, c'est l'expérience en réalité virtuelle elle-même. Alors, bien sûr, elle est importante et une mauvaise expérience donnera de mauvais résultats. Et cette expérience, elle peut être sur mesure, elle peut être sélectionnée sur un catalogue d'applications sur étagère ou elle peut être développée à la maison avec des outils auteurs. Quand je dis applications sur étagère, nous, on en a sourcé 300 auprès d'éditeurs en France, en Europe et en Amérique du Nord qui sont prêts à déployer. Mais le contenu n'est que la conséquence, bon ça c'est le côté technologique, hein, entre guillemets, mais le contenu, le choix de contenu n'est que la conséquence d'un ingrédient clé, le troisième, qui est à 30%, qui sont les usages, c'est-à-dire quel va être, tout à l'heure je parlais d'objectifs pédagogiques, quels vont être les objectifs pédagogiques, quels sont les publics cibles, quels sont les formats et les scénarios de déploiement. C'est-à-dire, est-ce que ça va être utilisé en salle de classe par groupe de 10 personnes et une seule fois, ou est-ce que ça va être mis en libre service pour les apprentis, ou est-ce que ça va circuler d'un campus à l'autre? Toutes ces choses-là s'intègrent dans les usages et ont un impact sur le contenu. Et dans les usages, on se projette déjà sur le déploiement en commençant à former des formateurs, des médiateurs, des ambassadeurs, des référents. Et c'est là, en fait, qu'est le plus gros point. Et les 40%, c'est le dernier ingrédient, c'est la stratégie d'adoption. C'est-à-dire comment on fait, quelle méthodologie on met en place pour que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau ou une expérience sans lendemain, mais que ça puisse s'aimer à la fois dans le temps
et dans l'espace. C'est-à-dire quel accompagnement, quel baromètre on met en place pour évaluer les choses. Comment on va grouper les gens, les formateurs par exemple qui utilisent une même application, les regrouper pour que les uns puissent tirer parti des idées qu'ont eu les autres et inversement. Donc c'est l'aspect humain qui compte le plus en pourcentage, mais en importance stratégique aussi. Et concrètement, c'est le suivant, concrètement, un déploiement, ça se déroule en 3 grandes étapes. La préparation, on va dans un premier temps acculturer pour que tout le monde, toutes les parties prenantes, aient conscience de ce que ça peut être. Alors, ce webinaire est une forme d'acculturation. Évidemment, on préconise qu'il y ait aussi une séquence avec la tête dans le casque pour vraiment éprouver les choses. On va travailler sur le recueil du besoin, c'est-à-dire quels sont les besoins pédagogiques, quelles sont les opportunités, quelles sont les contraintes, quelles sont les fausses bonnes idées aussi, puisque contrairement aux apparences, nous ne sommes pas des apôtres de la VR et on est les premiers à dire à nos clients, là, ne perdez pas votre temps ni votre argent, ce sujet en VR, c'est juste pour faire joli, mais ça, l'immersion ne va pas apporter grand-chose. Et puis, il y a une étape un peu technique, hein, évidemment, le choix de matériel pour le choix des plateformes technologiques, l'intégration avec les LMS, par exemple. La deuxième étape, c'est une étape où on va là, se concentrer sur la réponse aux besoins qui ont été identifiés en choisissant, en aidant nos clients à choisir les bons partenaires, les bonnes applications, ou alors lancer les développements, donc travailler sur un cahier des charges de développement d'applications sur mesure. Et puis, on va commencer à former l'interne, notamment les référents techniques, celles et ceux qui devront gérer le petit parc de casques qu'il y aura, par exemple, sur un campus. Tout en faisant monter à bord, en vue de la troisième étape, les gens qui s'occupent de pédagogie et qui ne sont pas les derniers. Alors, c'est les premiers sur le front du déploiement, mais ce n'est surtout pas les derniers à intégrer dans un plan de déploiement. Donc, sensibiliser les concepteurs, les ingénieurs pédagogiques, former les formateurs pour qu'ils soient en confiance quand ils utilisent ces éléments-là, qui créent les séquences pédagogiques qui accompagnent un module. Donc, c'est la partie de création des dispositifs. Et puis, travailler avec ce que j'évoquais tout à l'heure, cette notion de communauté de formateurs pour que les bonnes idées qui ont lieu dans un endroit, enfin, puissent s'appliquer à tout le monde. Voilà quelques mots au galop sur le déploiement. Je me permets, Bertrand, si tu veux que je fasse une traduction très rapide de moi, ce que j'ai pu vivre à la SNCF et ce qui est le parcours classique des clients anti-logis. Donc, acculturer, c'est passé par le fait d'aller voir les gens, leur faire tester la VR, leur faire comprendre justement ce qu'on pouvait faire avec ce type de technologie, comme un petit peu ce qu'on fait là. Faire des journées découvertes aussi dans des ateliers, dans des bureaux. Recueil du besoin, c'est trouver des cas d'usage, discuter avec les métiers pour savoir c'est quoi leurs points à améliorer, quelles sont leurs problématiques qu'on pourrait régler justement avec la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Études techniques, on a testé les différents matériels, on s'est dit ok, c'est sur ça qu'on veut partir parce que ça répond à nos besoins en termes de finances et en termes d'usage. On est passé ensuite au choix des partenaires. On a fait un référencement de différents acteurs de façon à pouvoir pour avoir des gens qui sont prêts à développer pour nous ou à nous fournir des applications. Donc, choix des applications sur étagère ou développement sur mesure, c'est passé justement par ce référencement. Formation des référents techniques, on s'est formé nous-mêmes, on était les référents techniques à la SNCF pour le reste du groupe. Sensibilisation des ingénieurs pédagogiques, on s'est rapproché effectivement de l'entité qui gérait la formation chez SNCF pour leur dire regardez, il y a un super outil, mais cet outil, il n'est pas indépendant, il n'existe pas tout seul, il faut l'intégrer dans des parcours, il ne faut pas que ça reste dans des placards. Ça, c'est un des gros risques. Il faut que ça devienne un outil comme un autre, comme le PC. Donc, c'est ce qu'on a fait. Formation des formateurs. À chaque fois qu'une personne voulait se munir de casque, il était, entre guillemets, obligé de faire cette formation de formateur pour être en capacité de gérer techniquement son matériel, mais aussi d'avoir la posture pédagogique qui correspond à l'utilisation de la réalité virtuelle, qui n'est pas forcément naturelle. Création de dispositifs de format pédagogique, c'était aussi avec l'entité de formation, comme je vous disais, pour intégrer les contenus immersifs dans des formations, et création et animation d'une
et animation d'une communauté de formateurs. Ça, c'était très important. On a créé un groupe avec chaque formateur qui avait justement une petite valise de casque. Le but, c'était que chaque mois, un formateur puisse justement faire remonter ses problèmes, mais surtout puisse partager ses usages en disant aux autres formateurs, en parlant de pair à pair, en disant, voilà, moi, je l'utilise comme ci, comme ça fonctionne, ça fonctionne moins bien, etc., etc. Et c'est ça qui fonctionnait le mieux. Ça, c'est une vraie force d'avoir une communauté pour que les gens puissent échanger avec le même type de contraintes et le même type de public. Voilà. Merci beaucoup, Gilles et Bertrand. Même si on est à 3 minutes en retard, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, de les poser dans le chat. Par ailleurs, si votre organisme de formation a déjà déployé la réalité virtuelle et vous voulez témoigner lors de prochains webinaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais vous laisser mon adresse mail dans le chat pour pouvoir témoigner et partager votre expérience. Alors, on a une question. Quel budget minimum pour envisager un déploiement? De Madame Chamba. Si vous avez déjà des contenus, c'est-à-dire si vous utilisez des contenus qui ont déjà été déployés sur d'autres campus, ça va vous coûter surtout un peu de temps de mobilisation des formateurs qu'il va falloir former et un peu d'argent pour acheter quelques casques. Voilà, les casques les plus communs utilisés sur des déploiements en formation valent entre 400 et 500 euros. Si on envisage de créer une application sur mesure, donc là, vous n'avez pas le contenu, eh bien, les budgets vont de 25 à 250 000 euros pour faire simple. Si vous faites travailler une boîte externe pour le développement. Alors, l'application de réalité virtuelle de l'apprentissage à la conduite est-elle rapidement envisageable en utilisant les programmes de simulation actuels? En matière de conduite automobile, les applications que j'ai en tête, celles qui existent, vont être plutôt du type check-up du véhicule, contrôle du véhicule avant de prendre la route, ou travailler sur l'attention au volant, savoir repérer les signes de fatigue, bannir le smartphone par exemple. L'apprentissage de la conduite lui-même, c'est pas très probant pour l'instant. C'est pas très probant, sauf sur des sujets assez spécifiques, donc, comme par exemple conduire un chariot élévateur. Là, oui, il y a pas mal d'applications. Mais sinon, sur de la conduite automobile tout simple, non. Alors, sur certains types de véhicules, il commence à y avoir des sujets intéressants, par exemple sur des camions ou des autocars. Il y a des sujets de sécurité. Par exemple, comment je gère un problème à un passage à niveau. Voilà, comment j'évacue des passagers. Mais si je conduis mon car, j'ai un pépin, il se couche, comment j'évacue les passagers. Et sur la conduite elle-même, je n'ai pas vu de choses pertinentes. Quelles sont les applications en lien avec la maintenance auto, moto et poids lourd? Il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses sur le côté design, notamment pour se dire, quand je fais de la maintenance, quand je fais la création d'une nouvelle voiture ou d'un nouveau poids lourd, par où est-ce que je fais passer les câbles? Comment est-ce que c'est quelque chose qui va être maintenable ou pas? On a notamment aussi Volvo qui a fait beaucoup d'applications sur la maintenance de ces camions avec Volvo Trucks, où on va apprendre à remplacer une roue, à remplacer une batterie, à remplacer plein de choses. Mais ça va dépendre de constructeur en constructeur. Produits sur étagère neutre, je ne sais pas s'il y en a à ma connaissance. On va avoir aussi tout ce qui est verre peinture. Ça, en revanche, on va avoir des applications pour la peinture. Ça, c'est quelque chose qui est disponible sur étagère relativement facilement. Et il y a beaucoup d'applications sur la consignation électrique, mais est-ce que ça a été adapté au monde de l'automobile? Je ne sais pas. Sur la batterie électrique, oui. Tout à fait. Je l'ai vu dans le CFA de Cholet.
Je veux deux modules de réalité virtuelle. Je crois que l'entreprise était DEC. C'était des modules sur étagère aussi concernant la consignation et déconsignation des véhicules et maintenance de véhicules électriques à batterie. Voilà. Aussi, comme je dis dans mon introduction, il y a un petit module vert qui est créé dans le cadre de projet MVB, maintenance de véhicules électriques à batterie, qui sera bientôt disponible dans l'espace ressources formation à l'ENEFA. C'est pas encore fini, mais à la fin de projet, il sera disponible. Voilà. Et aussi dans le cadre de projet Batana, la NFA est en train de créer des modules de réalité virtuelle concernant la maintenance et le recyclage de batteries. Donc pour l'instant, c'est pas disponible pour tout le monde, mais voilà, sachez que c'est en cours de création. Et il y a bien sûr plein de simulateurs de peinture qui sont déjà financés par la NFA pour plusieurs établissements. J'ai aussi une question sur la partie réalité augmentée. On a pris un exemple de chez Bosch il y a quelques années. La réalité augmentée, effectivement, c'est très intéressant pour les opérateurs, plutôt côté production ou côté maintenance. Je vais avoir des lunettes de réalité augmentée sur les yeux. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a eu les HoloLens 2 qui sont sortis il y a quelques années, qui ne sont maintenant plus en production, mais c'est quelque chose qui va revenir très bientôt dans les années à venir, voire l'année prochaine directement. Le concept est assez simple. Je mets mes lunettes, je lance une procédure. Mes lunettes reconnaissent l'environnement dans lequel je travaille et je vais être guidé. C'est ce qu'on appelle du guidage pas à pas. Donc, un petit peu comme si vous suiviez un tutoriel, un PowerPoint. Bah là, on a un PowerPoint interactif où justement, on va pouvoir m'entourer, appuyer sur ce bouton. Je passe à l'étape suivante, on va me dire de lever ce levier, etc., etc. Ça, c'est un usage qui fonctionne. Aujourd'hui, on attend que le matériel soit mature. L'année prochaine, il y a de grandes promesses là-dessus qui devraient changer effectivement le monde de la maintenance et de l'industrie. Ça peut peut-être reprendre la dernière question. Je vois qu'il y a une question de Madame Allard. L'approche de risque professionnel est intéressante pour un CFA. Sur un même simulateur, peut-on aborder des thématiques étendues sur plusieurs filières? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Alors, le simulateur, enfin l'outil lui-même, c'est le casque et il peut supporter des dizaines d'expériences différentes. C'est les contenus qui vont être spécifiques. Et donc, on peut raisonner comme une application, une expérience en réalité virtuelle peut être comme un bouquin. C'est-à-dire, il peut y avoir des chapitres et pour aller d'un chapitre à l'autre, il faut que j'ai un parcours qui est imposé. Mais la notion de simulateur, comme il n'est que virtuel, hein, qui est totalement virtuel, oui, il peut intégrer évidemment des contenus qui servent des filières différentes. Voilà. Par ailleurs, il y a certains sujets de sécurité qui sont universels, c'est-à-dire éteindre un incendie ou avoir les bons réflexes en cas d'incendie dans un atelier. Voilà, peu importe que l'atelier soit spécialisé dans une technique, une technologie ou un environnement plutôt qu'un autre. Très bien. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Savez-vous s'il y a des financements possibles en cours tels que celui utilisé par le 3CA BTP qui vont être ouverts? Alors, celui de 3CA BTP, c'était défini, donc c'était un financement national, enfin d'État. Voilà. Il y a d'autres financements qui sont peut-être plus facilement accessibles et qui se réouvrent régulièrement. Et ça va bientôt être la saison, c'est les financements ou les cofinancements des OPCO. Donc qui de façon sectorielle, hein, comme le font les OPCO, étudie des dossiers d'équipement en matériel, enfin en hardware, en software et en méthodologie. Comme le mentionnait tout à l'heure Jules, oui, on accompagne pas mal d'organismes de formation, de centres de formation qui cherchent à obtenir un cofinancement auprès des OPCO. Voilà. Ça va bientôt être la saison. N'hésitez pas aussi à regarder si vous participez au projet européen, des financements de projets européens qui sortent parfois des appels à projets concernant les nouvelles technologies numériques. Bon, je pense que c'est
C'est bien l'heure. Merci beaucoup, Jules et Bertrand, pour cette présentation. Pour les organismes de formation qui déploient la réalité virtuelle chez eux et souhaitent partager leur expérience, n'hésitez pas à me contacter. J'ai laissé le mail dans le chat. On sera très intéressé de voir votre expérience et merci beaucoup. À bientôt pour les prochains webinaires. Merci Ekaterina pour l'invitation. On était ravis d'être là et bonne journée, bonne suite de journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.